bienvenue à tous dans le premier webinaire 360 Medix. Donc, je me présente, je suis Claire Chauvalon, je suis responsable de 360 Medix au niveau du marketing. Aujourd'hui, le thème, ça va être parler de retour d'expérience terrain sur la crise Covid-19. Donc, on a la chance aujourd'hui d'accueillir 5 médecins qui ont été au cœur de l'action depuis le début de l'épidémie. Donc, le docteur Bachir Atmani, donc, qui est chirurgien plastique et médecin régulateur au SAMU. Le docteur Arnaud Despils-Duval, médecin urgentiste au CHU Lariboisière à Paris. Le docteur Hugues Lefort, chef de service des urgences de l'hôpital des armées de l'Aiguest. Le docteur Nicolas Péchanski, médecin urgentiste au CHU de Rennes. Et le docteur Guillaume Zaguri, spécialiste en santé publique internationale, qui a exercé en Chine pendant 20 ans et qui a été présent à Shanghai pendant la crise. Donc, le but de notre échange aujourd'hui, ça va être de recueillir leurs témoignages et de voir quels enseignements on peut en tirer. Donc, petite note pour les auditeurs. Donc, on a préparé ensemble un ensemble de thèmes clés à aborder, mais vous pouvez interagir sur le chat. Donc, c'est dans la partie converser en bas de l'écran. Et ainsi, vous pouvez poser vos questions aux intervenants et à la fin de chaque thème, on sélectionnera des questions auxquelles les intervenants pourront répondre. Donc, pour commencer, je vais donc demander aux intervenants de se présenter de façon rapide et pour expliquer et vous expliquer en quelques mots concrètement leur rôle qu'ils ont eu pendant la crise. Donc, allez-y, docteur Bachir Atmani, à vous la parole. Oui, bonjour, Bachir Atmani, chirurgien plasticien installé en libéral. J'étais pendant cette période de crise de médecin régulateur à la cellule de régulation Réa Covid de la PHP organisée par l'ARS. Voilà, je vous dirai tout à l'heure comment les choses se sont passées à titre individuel au niveau local, au niveau de ma clinique et aussi au niveau régional, au niveau de l'ARS et la PHP. Voilà. Super, merci. Peut-être le docteur Arnaud Despils-Duval, vous pouvez vous présenter? Ton micro, Arnaud. Voilà. Allô, allô. Voilà, j'ai été coupé. Bonjour, donc je suis le docteur Despils-Duval, je suis médecin urgentiste aux urgences de Lariboisière, un secteur particulièrement touché, notamment du fait du peu d'efficacité, entre guillemets, des mesures de confinement dans notre secteur, notamment dans le secteur de Barbès et sur la partie nord de Paris. Merci. Docteur Hugues Lefort. Bonjour, je suis le médecin en chef Hugues Lefort, donc médecin militaire de carrière, responsable des urgences de l'hôpital d'instruction des armées militaires de l'Aiguest à Metz. Donc, je suis directeur médical de crise après la vague que sont pris le Haut-Rhin, nos camarades du Haut-Rhin, nous, on s'est pris la vague 5 jours après. Donc, on va essayer de vous faire remonter cette expérience. 5 jours, c'est énorme en fait dans la préparation et l'anticipation d'une telle crise. Ok, merci beaucoup. Le docteur Nicolas Péchanski. Oui, bonjour à tous. Désolé de ne pas pouvoir apparaître. Je suis sur mon téléphone avec un réseau un peu faible. Moi, je suis praticien hospitalier au CHU de Rennes depuis quelques temps, récemment en fait. Et durant les premiers temps de la crise, j'ai été rattaché au groupe d'experts sur les problématiques d'oxygénation et de ventilation auprès du cabinet d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. D'accord, merci beaucoup. Et le docteur Guillaume Zaguri. Oui, bonjour à tous. Je suis moi-même médecin, ancien CAMU. Je travaille également en Chine comme vice-président d'un hôpital international, du deuxième hôpital international de Pékin, qui s'appelle Oasis. Et je suis spécialiste en santé publique internationale. On m'a demandé de venir ici pour exposer trois choses. Les innovations santé dans le domaine de la médecine, dans le Covid. Également, mon expérience de communication pour la communauté française, initialement en Chine, puis maintenant via le site covidminute.com pour la France et l'Europe. Et le troisième point important, donner une expérience asiatique, en particulier chinoise, puisque je suis en Chine depuis 20 ans et j'ai traversé le SARS justement à Wuhan. Et maintenant, j'ai passé les épisodes Covid à Shanghai. Merci. Merci beaucoup, docteur Zaguri, pour votre présentation. Donc, vous qui étiez en Chine,
au moment où tout a commencé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a été vécu là-bas? Absolument. Il faut comprendre le contexte. Le contexte est très simple. C'est Noël, c'est-à-dire le Nouvel An chinois, une ville de 12 millions de personnes, c'est-à-dire l'Île-de-France. C'est une mégapole mondialisée. Je donne un exemple, 2200 vols internationaux entre Wuhan et le monde par semaine. Donc c'est ce type de ville chinoise, et il y en a de nombreuses comme ça, où naissent des épisodes de zoonose et de type Covid, comme c'était le cas du SARS. Ensuite, au début, pagaille générale, on ne comprend pas beaucoup, c'est au mois de janvier. Pour des raisons internes de politique, de reporting, d'absence de tests, ça cafouille un petit peu. Ça, jusqu'au à peu près 20 janvier, où l'État central prend les commandes et met la ville de Wuhan et le Hubei en block-out. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 5% de la population chinoise, et ça c'est un chiffre clé, 5% de la population chinoise, 5% du territoire chinois est isolé. Mais ces 5% de personnes, ça représente 95% des cas en Chine. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui s'est passé en Chine. Donc en Chine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dans le foyer épidémique, Wuhan et Hubei, 95% des cas étaient localisés là-bas. 95% des nouveaux cas, 95% de la mortalité était là-bas. En dehors de ça, donc dans les 95% du territoire, comme Shanghai, peu de cas et un confinement relativement souple. L'État, les instances sanitaires ont pris des mesures drastiques immédiatement et bien en a fait. Je m'explique. Ils ont construit en 15 jours 2 hôpitaux de la taille de la Pitié, 1000 lits. Ils ont envoyé 30 000 personnes professionnelles de santé sur le site pour justement redonner de l'énergie aux équipes soignantes et les relayer. Et ont complètement utilisé tous les outils de technologie que l'on développera tout à l'heure à des fins de contrôle de l'épidémie. Au bout de 76 jours, bilan des courses, l'épidémie qui était à son maximum autour de 3000 cas par jour a complètement décru et nous n'avons plus de cas actuellement à Wuhan dans le Hubei et simplement des cas réimportés, comme c'est le cas à Harbin qui a été de nouveau qui a été en block-out, en confinement. Et la Chine semble contrôler, et restons prudents, les cas Covid. Donc, bien comprendre, il y avait 2 Chines. La Chine du Hubei, où il y avait des cas, où il y avait des décès, et ça c'était 5% du territoire. Les 95% du territoire, il y a eu des cas, comme à Shanghai, il y a eu près de 300 cas et 3 morts. Et là, on en est sûr pour Shanghai, où l'épidémie a été immédiatement contrôlée via justement d'isolement, de traçage, etc. Et entre-temps, via la mondialisation des échanges, l'épidémie est passée en Europe et au Moyen-Orient. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Dr Takuri, pour ce retour d'expérience. Maintenant, on va parler d'un sujet qui est clé et inhérent à toute crise. C'est le décalage inévitable entre la préparation qu'on essaye de rendre optimale pour se préparer à une crise et qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Donc, on va d'abord traiter ce premier thème et pour éviter de tout traiter en même temps, on va découper en 3 axes. D'abord, la problématique des lits et des équipements, ensuite des dispositifs et mesures de protection et enfin l'organisation des structures et le management des process. On va tout de suite commencer par la problématique des lits et des équipements et je vais donner la parole au docteur Duval-Despils. Donc, comment vous êtes préparé et qu'est-ce qu'a été la réalité? Presque clair, hein, depuis le Duval, mais il n'y a pas de souci. Alors, oui, c'était compliqué. Parce que les lits sont déjà saturés de base. On a déjà des taux de remplissage en réanimation qui sont énormes. Et puis, on n'a peut-être pas pris les meilleurs choix initialement en se lançant sur l'intubation précoce. C'est une leçon qui est intéressante parce qu'on a joué dans le gold standard et en fait, on s'est aperçu qu'on a très, très vite saturé toute notre place en voulant faire le mieux, le meilleur de la médecine pour le patient.
On aurait peut-être dû se dire qu'on devait passer pour une phase dégradée, mais ça, les premiers jours, on ne pouvait pas le savoir. Donc, c'est un apprentissage qui est intéressant pour nous. Et effectivement, tout le reste du matériel a manqué puisqu'on n'est pas dimensionné pour ce type d'urgence avec notamment beaucoup de respirateurs. Hein, dans un service d'urgence, avec 2 ou 3 respirateurs, les 3/4 des services d'urgence vont fonctionner normalement. Là, on aurait presque eu besoin de 4-5. Fort heureusement, les réanimateurs ont bien joué le jeu, ont vite fait de la place, il y a eu beaucoup de transferts et du coup, sur la Riboisière en tout cas, on ne s'est jamais retrouvé à ventiler un patient à la main parce qu'on n'avait plus de respirateurs disponibles. Ok, très bien. Docteur Hugues Lefort, est-ce que vous voulez réagir aussi sur vous? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre hôpital? On a perdu Hugues. Micro. Oui, il faut bien voir d'où on partait. On partait quand même d'une crise nationale majeure sur les urgences avec une pression qui était assez importante au niveau ressources humaines, puisqu'on était en train de jouer l'efficience avec un positionnement et des réajustements qui étaient constants. Nous, localement, on a un hôpital, même chose, on est en centre-ville et depuis 3 ans, on n'a plus de réanimation, on n'a plus de chirurgie, on n'a plus de laboratoire, on a une biologie délocalisée. Et donc, on est habitué en fait à constamment réajuster notre façon de travailler et donc d'avoir cette agilité et puis l'audace aussi de pouvoir casser des murs et de ne pas avoir de dogme et d'avancer d'avoir toujours souvent l'impression d'être dans la disruption tout le temps, mais ça nous donne une posture à la nouveauté et finalement à la gestion de crise qui est assez intéressante. Et je reviendrai peut-être dessus avec ce temps du danger, mais tout de suite le temps de l'opportunité qui va avec la crise. On est en centre-ville et j'étais plugué sur nos camarades du Haut-Rhin. Et ils me racontaient, donc on s'est préparé, on a essayé d'isoler nos secteurs d'urgence vitale. J'ai que 4 respirateurs, normalement 2 spares et puis 2 qui sont en poste sur les sauves. Et à la fin de la semaine, j'avais la sensation qu'on était bien prêt. On a fait un protocole particulier pour essayer d'exposer un minimum en temps, en fréquence et en nombre les soignants sur ce risque qui était mal maîtrisé, qu'on maîtrise beaucoup mieux maintenant. Et puis, à la fin de la semaine, j'appelle mon camarade de Strasbourg qui me dit « Mais Hugues, là, actuellement, j'ai 8 patients intubés, ventilés aux urgences. » Donc, c'est un CHU, hein, donc ce n'est pas la même dimension. Et je n'ai pas de place en réa derrière. Et là, j'ai réalisé que j'avais encore un temps de retard et j'allais me prendre le même mur que s'étaient pris en fait les camarades du Haut-Rhin. Et donc, on a travaillé tout le week-end et heureusement qu'on a travaillé même la nuit pour arriver à armer 5 postes d'urgence vitale en même temps avec un 4e sur la possibilité de le ventiler à la main puisqu'on n'avait pas de respirateur. Et donc là, ça permettait aussi d'avoir un niveau macro, de réaliser que on a eu le week-end plusieurs patients intubés à plusieurs heures d'intervalle, mais avec des transferts sur les réanimations qui étaient longs, quasiment de 3 heures minimum, avec des pressions sur les médicaments et les drogues d'entretien, les curares qui étaient là, puisqu'il y avait cette montée en puissance et la logistique, il y a toujours une inertie qui est normale et il faut jouer avec. Et donc, on a mis en place cette possibilité de faire des transports interhospitaliers nous-mêmes, puisque les SMUR en fait, ne peuvent pas se démultiplier au niveau des vecteurs et au niveau des équipes. Et donc, cette possibilité de soulager le plateau très vite. Donc, on voit bien que la crise est un système complexe où tout est lié ensemble. Et si on cherche à résoudre que son petit problème chez soi, ça peut déstabiliser ailleurs. Ou en tout cas, les solutions aussi peuvent être intimement liées à d'autres. Et ce qu'on peut voir, et ce que disait Arnaud, c'est qu'il y a une intelligence collective qui s'est mise en place. Et en 5 jours, ça a été tout simplement énorme sur le plan du GHT, où cette pression et cette discipline que tout le monde a eue avec la montée en puissance du nombre de lits en réanimation, mais aussi dans les secteurs Covid, a fait que je pense que dans le Grand Est, on n'a pas eu, à part le Haut-Rhin peut-être, mais en tout cas, nous, on n'a jamais eu la sensation de faire des choix éthiques très forts, majeurs. Je reviendrai sur ça,
Oui. Notamment sur le fait de ne pas donner les meilleurs soins aux personnes atteintes du Covid-19. D'accord, merci beaucoup pour votre témoignage. Docteur Péchanski, vous nous avez dit aussi que vous avez dû gérer la problématique des respirateurs en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, j'ai eu l'occasion, étant donné que j'étais en mutation, d'être approché par la Direction générale de la santé pour faire partie d'un groupe d'experts, de réanimateurs, pneumologues et urgentistes, de façon à réfléchir très vite au dispositif, j'allais dire, de support de ventilation, quel qu'il soit, de l'acquisition la plus rapide possible de ventilateurs de réanimation, de mise en route aussi de process industriels de fabrication de ventilateurs alternatifs, et de réfléchir aussi au support d'oxygénation qui n'était pas de la ventilation mécanique. Pour ça, on a été aidé bien sûr de l'expérience de nos collègues du Haut-Rhin et de l'Est en général, mais également sur les alertes qu'on a reçues de nos collègues italiens de Lombardie, qui ont été amenés à utiliser des procédures, j'allais dire, inhabituelles dans ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë dû aux pneumonies virales, qui, dans le cadre de l'infection Covid, n'était pas un SDRA classique. Et donc, très vite, ce groupe a réfléchi à des solutions alternatives et par ailleurs a évalué aussi des offres d'industriels pour ne pas vendre la mèche chinois qui souhaitaient aussi mettre à disposition un certain nombre de ventilateurs. Et donc, on a travaillé sur, par exemple, une réflexion sur les ventilations multiples, hein, c'est-à-dire un seul ventilateur pour plusieurs patients, dispositifs qui ont été mis en place en Italie et en Espagne dans certaines réanimations, sur les ventilations non invasives qui, au début de la crise, n'étaient pas recommandées par l'OMS ou par les grandes sociétés de réanimation, et pour lesquelles il y a eu des essais sur banc, en particulier à Créteil et à Brest, pour voir que il était possible d'utiliser dans certains cas, je ne rentrerai pas dans les détails sauf s'il y a des questions tout à l'heure, d'utiliser des dispositifs de ventilation non invasive, hein, que ce soit CPAP ou VNI, avec des procédures de protection bien évidemment très, très sérieuses. Donc c'était d'une grande intensité avec beaucoup de recherche d'informations et d'informations spontanées, et beaucoup d'échanges avec nos collègues réanimateurs de façon à pouvoir s'entraider les uns les autres sur l'expérience tout à fait nouvelle qu'avaient les équipes de réanimation en particulier, et les équipes d'urgence également. D'accord, merci beaucoup. Docteur Lefort, est-ce que vous pouvez nous parler des dispositifs et mesures de protection qui ont été mis en place dans votre hôpital? On entend, il faut se mettre sur… Ouais, merci. Oui, je viens de partager sur le fil de conversation avec vos questions notre protocole Boussignac. Ça vous permettra de voir en visuel ce qu'il est possible pour pouvoir permettre de recruter en fait, de mieux oxygéner les patients. On en reparlera en fait, cette problématique de thérapeutique. Pour les mesures de protection, en effet, dès le départ, nous avons mis en place au sein des urgences des circuits. Alors, c'est assez bateau de dire ça, mais ce qui était important, c'était que tous les praticiens, tous les soignants, et ça commence par le secrétariat, soient complètement dans la bonne posture vis-à-vis du risque. Un risque qui est très difficilement maîtrisable puisque des patients asymptomatiques peuvent produire de la charge virale et la déposer. Donc, nous avons suivi, parce que, bon, étant militaire, certes, mais dans la crise, il faut être discipliné. Nous avons suivi les consignes nationales et nous avons utilisé un questionnaire type. Et dès lors que le patient avait un oui, eh bien, il était considéré comme allant dans la filière rouge. Et puis sinon, dans la filière jaune. Bon, ça veut dire dans n'importe quelle filière, on a mis en place un processus qui faisait que les secrétaires étaient protégés avec un minimum de contact en temps et en fréquence avec le patient. Le patient remplit lui-même ses papiers et on a saisi l'opportunité de la crise pour pouvoir insérer cette notion de plus de papier ou un minimum de papier, et c'est le patient qui garde ça.
avec une numérisation qui se faisait parfois à distance pour essayer d'économiser du temps, notamment par exemple en utilisant les rémanences du virus sur des pochettes plastiques tout simplement, où le patient met son papier administratif qu'il a rempli lui-même. Et puis, 7 jours après, on le numérise parce qu'on sait que le virus n'est plus vivant au-delà de plusieurs jours et de toutes les façons au-delà de 7 jours. Donc, ça permettait d'économiser et de jouer un petit peu sur le terrain du virus avec ses faiblesses que l'on savait pour pouvoir gagner du temps. Après, on a installé des gels hydroalcooliques. On a insisté bien sûr sur le lavage de mains régulier et puis vraiment sur cette reprogrammation dans l'espace de notre gestuelle et finalement, on amène les habitudes du bloc opératoire. Lorsqu'on est habillé en stérile, on les amène auprès du patient, autant pour éviter récupérer la charge virale du patient, autant pour éviter de donner de la charge virale au patient, puisque réellement, l'hôpital est devenu non pas un endroit où il faut aller quand on est malade, mais où il ne faut surtout pas aller pour éviter d'être malade. Donc, aller aux urgences, vraiment que lorsqu'il y a des vraies urgences. D'ailleurs, on remercie les patients de réaliser que beaucoup de leurs urgences ne sont pas des vraies urgences. Merci beaucoup pour ce retour très concret. On a l'impression d'y être. On va passer maintenant au dernier point de cette thématique. Quelle organisation et process avez-vous mis en place? Quelles ont été leurs limites? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler encore, Dr Lefort, de la situation dans votre service? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme organisation et comme process? Alors, du coup, on a mis un secteur en place, mais comme dans beaucoup de services, je pense, un secteur spécifique pour faire du triage sur les patients Covid possibles ou suspects, et ce qui permettait de les faire partir très rapidement dès lors qu'ils n'avaient pas de critères d'hospitalisation. Il y a 2 éléments qui sont majeurs et qui restent majeurs et stables dans cette crise pour moi. C'est la notion de critères d'hospitalisation. Est-ce que mon patient a besoin d'oxygène, a besoin d'une réanimation? Et là, il y a des critères qui sont assez simples comme la température, comme des signes cliniques. Donc, la clinique rapporte pas mal de choses. On a eu la gueusie et l'anosmie qui sont arrivés en France. Alors, on se pose la question, et Guillaume, tu pourras nous dire que les systèmes de triage en Chine, à mon avis, sont beaucoup plus ancrés sur la systématisation technique et non pas sur de la clinique, ce qui est réellement une force, à mon avis, dans les pays européens, en tout cas, où on est obligé d'avoir ce contact qui est culturel avec les patients. Peut-être aussi qu'on a des flux qui ne sont pas les mêmes. Mais ensuite, pour pouvoir les faire repartir à la maison et isoler les patients qui sont en contact et éviter toujours qu'ils déposent de la charge virale dans les urgences pour éviter d'augmenter cette charge virale, cette concentration ambiante. Ensuite, il a fallu organiser et être agile. Nous, on a une petite structure, on a peu de box, donc les box doivent être polyvalents parce qu'on ne peut pas, un système parfait n'existe pas. La perfection, moi, je l'ai trouvée, je ne la cherchais pas, je l'ai épousée. Mais voilà, il va falloir de toutes les façons s'organiser, s'ajuster constamment. Notamment, par exemple, on parlait de l'aérosolisation. Quelqu'un pose la question sur le fil. Quid des patients qui arrivent en état d'asthme aigu, parfois grave, et est-ce qu'il faut leur faire des aérosols? Initialement, très rapidement, on y a réfléchi en équipe. On a mis une procédure dans la douche, par exemple, qui permettait de faire un nettoyage sans vaporisation à l'issue et de pouvoir protéger les patients. Ensuite, là, on a découvert que, par exemple, la CPAP de Boussignac permet de faire une aérosolisation avec un filtre et donc de limiter la contamination externe. Il y a des systèmes de cloches qui ont été mis en place. Donc, voilà, il y a une intelligence collective et individuelle qui est extraordinaire et qui montre bien que la crise est toujours un sursaut et non pas qu'un danger. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a eu la gestion aussi des tenues, de la protection. Au sein de la structure des urgences, nous avons les urgences dentaires avec un vrai problème parce que les dentistes sont toujours fourrés dans la bouche des patients et ils doivent être protégés. Et là, les visières 3D ont apporté une solution extraordinaire à la gestion du risque. Voilà. Donc, un peu quelques exemples hein, parce que bien sûr, il y a plein de choses qui ont été mises en place et bien sûr, tout ça, c'est diffusé et mis à disposition de tout le monde. Merci beaucoup. Docteur Atmani, est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation qui a été mise en place au niveau de l'ARS du SAMU?
Oui, alors avant tout, je vais vous parler de l'organisation locale au niveau de la clinique. Comme je suis chirurgien libéral, et vous savez, au début de la crise, toute l'activité chirurgicale a été suspendue. Et par exemple, ma clinique, on traitait que les urgences chirurgicales. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place localement. L'organisation a été faite naturellement parce que vous savez, dans les cliniques, on a des CME, on a un conseiller de bloc, on a un chef de bloc. Donc, localement et naturellement, les choses sont faites sans difficulté. Et, et notre clinique a été classée Covid, non Covid. Et on était en collaboration avec une clinique Covid+. Ça nous permettait au fait de traiter les urgences chirurgicales non Covid au sein de notre clinique. Et toutes les urgences chirurgicales Covid, elles étaient dans l'autre clinique qui n'était pas très loin. Cette cellule de crise a mis aussi à la disposition des hôpitaux de proximité les respirateurs, les personnels soignants. Et puis les chirurgiens, ils ont mis un groupe WhatsApp pour constituer une liste de garde pour aller retourner les patients en réanimation dans les services hospitaliers. Vous savez, une fois qu'on a arrêté notre activité chirurgicale, on était en chômage technique. Ça, c'est le côté local. Et comme on voulait participer, tous les chirurgiens voulaient participer, libéraux, je parle des libéraux, je ne parle pas des chirurgiens hospitaliers que eux, ils avaient accès directement aux structures, on avait besoin d'eux, donc ils savaient où aller. Et nous, on s'est mis en contact avec, moi personnellement, avec la PHP, et j'ai proposé mes services que puissent participer, soit au niveau de retournement des patients réa, soit faire de l'accueil, soit au niveau de la régulation saine. Vous savez, moi, je suis très surpris, mais également surpris et impressionné par l'organisation qui a été faite au niveau de la PHP, qui a été pilotée surtout par l'ARS. Vous savez, à Paris, on a un centre de formation à PHP, campus PICPUS, récent, qui date de 2 à 3 ans, un énorme centre, où à ce niveau-là, il y avait plusieurs cellules, plusieurs plateformes. Il y avait une plateforme formation où ils recevaient voilà, des médecins libéraux, des dentistes, des biologistes, des pharmaciens, et on les formait aux soins infirmiers. Vous voyez, en 48 heures, chaque jour, il y avait une formation d'une centaine de personnes et qui, par la suite, étaient réaffectées dans les centres où on avait vraiment besoin. Par ailleurs, l'ARS avait développé une plateforme renfort Covid. À ce niveau-là, donc, il y avait une cinquantaine de bénévoles qui recevaient des propositions de volontaires et en fonction de leur profil, on réaffectait dans les centres de soins où il y avait un manque de personnel. Et par ailleurs, toujours, il y avait des plateformes, des cellules de télésurveillance, des applications qui étaient en collaboration avec des startups pour le suivi des patients COVID plus chez eux, le suivi des patients diabétiques COVID plus, les patients COVID pour une application COVID-Dent, les dentistes ils connaissent ça, c'est pour gérer les urgences dentaires. Vous savez, donc à ce niveau-là, plein de choses qui sont faites. Et à ce centre-là, le centre PICPUS, il y avait une certaine sérénité, une organisation extraordinaire dans le calme. Et en même temps, moi, j'ai intégré la cellule vous savez, le dispositif régional qui a été piloté par l'ARS et mis en place par la PHP. C'est une cellule d'appui et d'attribution des lits, soit critiques ou non critiques, pour gérer les transferts. Si vous voulez, je parlerai plus en détail, si vous voulez, tout à l'heure, cette organisation de l'AREA Covid+, et je vous dirai un peu comment les choses sont organisées, comment ça a été fait. Et personnellement, moi, je dis chapeau. Vraiment, moi qui de l'extérieur, qui est médecin libéral, chirurgien libéral, j'ai vu un peu comment le système français s'est organisé, comment il a absorbé cette vague, j'ai entendu parler de mes collègues urgentistes de la RIB et Hugues Lefort. Et c'est vrai, il y avait une tension extraordinaire. On voit qu'il y avait un manque de personnel, de lits, de respirateurs. Mais en très peu de temps, moi, je trouve qu'on s'est organisé, mais spontanément, tout simplement parce que les automatismes étaient là. Et cette organisation a permis en fait, vraiment de sauver le système. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, à l'échelle plus internationale, docteur Zaguri, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le constat que vous avez eu en Chine et par votre aussi métier de santé publique, si vous pouvez nous dire un mot dessus? Bien sûr. En fait, l'on voit que certaines cultures sont plus à même d'accepter certaines contraintes, contraintes de porter des masques, contraintes d'accepter des applications plus ou moins liberticides, etc. Donc, ce qui est très frappant en Chine, et ça vient du fait de l'organisation du système, par exemple, il n'y a pas de médecine libérale en Chine, tout est hospitalier, dans des cliniques contrôlées, c'est le fait que les outils en Chine, je parle par exemple de l'application WeChat, puisque nous n'avons pas Facebook, nous n'avons pas Google, nous n'avons rien d'autre qu'une seule application qui est tout en un et qui était utilisée par 1 milliard de personnes. Donc le gouvernement, les autorités sanitaires disposaient d'un outil extraordinaire pour localiser les gens, pour faire passer des messages, etc. Et ce qui est donc un écosystème qui fait suite historiquement à la crise du SARS, qui avait vraiment impacté les décideurs et la population. Et je tire vraiment mon chapeau tant à la population chinoise qui a accepté l'inacceptable, parce que vivre à Wuhan pendant 76 jours, dans un confinement, je ne dis pas à 80%, à 100%, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai plusieurs amis qui ont vécu cette expérience. Vivre dans 100 mètres carrés à 4 personnes, ne pas pouvoir sortir de la porte, vraiment, je tire mon chapeau à la population chinoise. Et il faut le dire, à mon sens, c'est la gestion de la crise par les autorités et qui ont été favorisées par, je vous dis, le port du masque, qui est, à mon sens, qui est une des clés de compréhension, et des applications de type WeChat qui ont permis de localiser immédiatement les personnes. Sachez par exemple qu'il y avait 5 millions de personnes, d'individus venant de Wuhan qui sont partis de Wuhan juste avant le block-out. Et donc, ils ont été retracés et identifiés et isolés. Et donc, cette vision collective des choses, certes, elle a certaines contraintes, mais dans ce cas-là, elle a été très, très positive. Merci beaucoup. Alors, je jette un petit coup d'œil aux questions. Je vois qu'il y a une dernière question de Hélène qui nous demande, est-ce que c'est possible de faire une formation en soins infirmiers en 48 heures? Est-ce que c'est dans tous les hôpitaux? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Ouais. Je veux bien en fait répondre. Alors, une formation infirmière, Hélène, si vous pouvez mettre le micro, vous êtes infirmière ou vous n'êtes pas infirmière? Hélène? Non? Bon. La question, c'est si on n'est pas infirmier, on ne pourra pas exercer, et dans temps de crise, il ne faut pas faire les choses qu'on ne sait pas faire. Parce que si on les fait mal, déjà, on n'est pas cadré sur le plan médico-légal. Et la deuxième chose, c'est que si on pilote l'avion, mais que l'avion se crache, eh ben, il va falloir vivre avec. Déjà, il y a le patient qui ne va pas être très content, mais il ne sera peut-être plus là pour en parler. Mais la famille, elle, aura le droit de se poser des questions. Lorsqu'on est médecin, on exerce notre responsabilité médico-légalement et on peut se justifier au niveau infirmier aussi. On a cet avantage-là, c'est que nos erreurs, on les enterre. Mais en tant qu'infirmier, vous pouvez être libéral et ne pas connaître, par exemple, le milieu médical. Il y a beaucoup de travail à faire dans le civil et au niveau libéral, et ils font un travail monstrueux auprès des patients et des plus fragiles, et notamment de nos 20 millions de chroniques qui sont à la maison et qui sont en mesure de décompenser leur pathologie chronique et qui actuellement ne vont plus à l'hôpital et ne sont plus suivis, ou en tout cas en téléconsultation. Donc maintenant, dans le cadre d'une crise, on l'avait vu, et moi je l'avais vu, et c'est les retours d'expérience lors des attentats, notamment il y avait eu un très beau rétex qui avait été fait sur la Pitié et sur l'hôpital militaire de Bégin. Si vous venez renforcer un hôpital en temps de crise, parce que la deuxième vague arrive, la troisième, la quatrième, et il y aura besoin d'assurer les relèves, il est évident, et l'équipe dans mon service est prête à ça et l'a compris, c'est qu'un infirmier sait faire ce qu'il fait au quotidien le plus souvent, c'est-à-dire c'est faire du soin et c'est faire un geste technique. Donc, on va lui demander d'intuber un patient, de faire un protocole, il saura le faire. Par contre, il sera incapable de gérer la logistique. Et donc, c'est vrai, toute la noblesse des personnels qui vont accueillir
des gens extérieurs qui apportent leur savoir-faire. Elle n'est pas dans gérer la logistique parce que ça va être très dur à leur apprendre. Elle va être dans le fait de faire le geste, d'être au contact du patient. Et par contre, les gens qui sont titulaires du service, d'assurer la logistique. Et c'est comme ça que ça marchera. Et ce n'est pas moi qui le dis à titre individuel, c'est vraiment un retour d'expérience sur des flux saturants ou des flux massifs au sein des structures hospitalières. Ok, merci. Vous avez une autre juste petite pour question? info, j'ai mis sur le site Conversé le lien vers www.renfort-covid.fr qui permet à tous les soignants et non soignants d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des tâches administratives qui sont importantes, de s'inscrire pour participer à la lutte contre le Covid sur son secteur. Et il y a Santé publique France qui, on peut s'inscrire et puis durablement d'ailleurs pour faire une réserve sanitaire au niveau national. Par exemple, les Italiens sont très très forts là-dessus. Tous les 6 ans, ils ont la malchance d'avoir des tremblements de terre et ils ont des millions de volontaires et c'est organisé au niveau national pour porter main forte. Donc, une capacité de réaction qui est tout simplement extraordinaire et unique en Europe. Super, merci beaucoup, docteur Lefort. Donc maintenant, je voudrais parler d'un point sensible. Je crois qu'à beaucoup de niveaux, le seuil de saturation a été atteint. Je voudrais savoir comment vous l'avez géré et quelles solutions vous avez trouvées dans la tempête. Donc, d'abord au niveau du service, docteur Lefort aussi, je veux bien votre expérience. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure sur la pénurie que vous avez eue sur les respirateurs où il a fallu s'adapter. Est-ce que vous pouvez rentrer en détail sur comment vous avez dû réagir dans cette situation d'urgence? Merci beaucoup. Je vais passer la main très rapidement, notamment à Bachir ou peut-être à Arnaud et ensuite à Bachir qui a eu cette expérience de coordination. Je crois qu'il faut aller du micro vers le macro et défocaliser en fait notre vision pour bien comprendre qu'une crise, c'est un système qui peut être compliqué, mais c'est surtout des systèmes qui sont complexes. C'est-à-dire complexus en latin, c'est qui est tissé ensemble. C'est-à-dire que chaque système, qu'il soit individuel au plus petit échelon jusqu'au plus gros échelon, eh ben, tout est lié. Et donc, déjà, ça permet de ne plus avoir peur de la complexité, mais de pouvoir mieux l'appréhender en disant qu'on n'est pas seul. Et donc, seul, on va peut-être vite, mais loin, on va plus loin. C'est une phrase africaine, un proverbe africain qui a tout son sens dans la crise. Donc, nous, au niveau local, c'est sûr qu'on aurait pu être dans une grande angoisse, un grand stress, s'il n'y avait pas eu cette coordination au niveau de mon hôpital, parce que toute notre structure tout était impliqué dans les parcours patients intra-hospitaliers, mais aussi en pré-hospitalier avant d'arriver à l'hôpital et ensuite pour les patients qui avaient besoin d'une réanimation. Nous, on est un peu particulier puisqu'on n'a pas de réanimation. Et donc, du coup, on a organisé avec tous les acteurs de santé, avec le SAMU, avec les hôpitaux et avec notamment le réanimateur référent et les infectiologues, grosso modo, une procédure qui nous permettait de mettre en protection et éviter les surcharges au niveau des urgences, notamment. Donc, bien sûr, les patients se présentent spontanément et le gros risque, c'est que les patients soient amenés par leur famille parce qu'ils sont en détresse respiratoire et que le SAMU ne répondait pas. Le SAMU a énormément et rapidement, et le centre 15 et le centre 18, les pompiers. Donc, tous les systèmes de régulation de l'aide médicale urgente sont montés très, très vite en charge. Avec des aides extérieures, des externes, des internes, des infirmiers, enfin voilà, toutes les bonnes volontés. Et donc, pour mettre, c'est le miracle de notre système à la française, c'est-à-dire qu'on met le patient au meilleur endroit dès le préhospitalier. Et puis nous, en fait, à l'hôpital, lorsqu'on a pris en compte ce risque des patients qui se présentent spontanément, et bien faire que les parcours de soins soient le plus coordonnés possible et avec des zones cut-off, qu'on va dire en anglais, enfin des zones de rupture où ça y est, ça s'allume et on va tout de suite mettre le patient, le faire embrayer dans un autre parcours de soins, en tout cas pour éviter d'avoir à l'intuber à l'arrache et à le faire transférer sur une réanimation ou dans un hôpital avec une réanimation. Voilà. Donc, par exemple, nous, c'était le 6 litres minutes. Dès lors que le patient dans un secteur Covid avait besoin de 6 litres minutes d'oxygène, et bien là, on déclenchait l'appel au réanimateur coordinateur au niveau régional. Et là, il nous disait, OK, ton patient, on le prend en réanimation. Et là, on organisait un transfert non médicalisé le plus souvent. Et donc, on soulageait tout le système en fait, de cette façon-là dans le parcours de transfert interhospitalier. Où il disait, et s'il disait, je ne le prends pas parce que soit il y a un projet thérapeutique qui ne passera pas par une ventilation invasive
puisqu'il y a des comorbidités, il est malade, il est âgé, il est trop fragile et il ne passera pas le cap. Donc, je ne le prendrai pas. Et dans ces cas-là, on appelait l'infectiologue qui nous disait « Ok, je le rapproche d'un endroit où potentiellement on pourra rediscuter la réanimation parce qu'on a une maladie qui est quand même très dynamique dans le temps et au jour près, on sauve le patient. » Voilà. Donc, après, on a mis en place des systèmes qui nous permettaient aussi, pour ces patients-là qui n'étaient pas éligibles à la réanimation ou à une ventilation invasive ou à être rapprochés d'un secteur de réanimation, on a découvert des nouvelles choses, des choses qui étaient un peu perdues. Donc, la CPAP de Voussignac, bien sûr, mais aussi le fait d'augmenter l'oxygène à plus de 15 litres minutes pour des patients, les faire passer en fait sur 1 jour, 2 jours, les monter à 20, 25 litres, 30 litres minutes. Les vieux débitmètres en fait qui ne sont pas calibrés au-delà de 15 litres minutes, qui ne stoppent pas, on peut les faire monter à 20, 25 litres minutes. Et puis si on met un dédoubleur en Y, on peut monter à 15 litres minutes, voire même voilà. Donc on a retrouvé des nouvelles, une vraie intelligence collective. Encore une fois, ce mot est extraordinaire de sens dans la crise. Et je passe la main. Ah oui, et avant de passer la main à Bachir, cet impératif de s'intégrer dans un système global. Et donc, je participais à toutes les cellules de crise du GHT, du groupement hospitalier territorial, où je restais à mon niveau et je ne parlais pas, mais mon chef en fait permettait d'avoir des discussions très transversales pour être coordonnés, notamment sur les transferts interhospitaliers qui ont été massifs et qui nous a permis d'offrir les meilleurs soins aux patients sur toute la France. Et on remercie vraiment toute la France d'avoir permis de soulager et de disperser en fait les pressions et les tensions au sein de la région. Et maintenant, il va falloir qu'on joue tous commun, autant au niveau national qu'au niveau Europe, qu'au niveau international peut-être. Et on ne l'espère pas d'ailleurs. Bachir, toi, c'était au niveau ARS? Oui. Et Claire, est-ce que vous pouvez mettre la diapo, s'il vous plaît, comme ça, je vais m'appuyer là-dessus. Alors, au niveau de, si vous voulez, moi, j'ai participé à cette cellule. La première, celle au-dessus, celle de… Voilà, très bien. Donc, en fait, c'est un dispositif régional qui a été créé pour appuyer les services de réanimation et les services d'urgence qui demandaient un lit. Ou éventuellement, même pour les structures Covid plus hors soins critiques. Donc, il y avait la cellule ARS qui était basée à l'ARS, c'est une cellule de gestion qui va mettre à disposition de chaque SAMU, de chaque service d'urgence, même des cellules de régulation, des lits disponibles en soins critiques, hors soins critiques, Covid ou non Covid. Et ce dispositif n'avait pas vocation, de l'ARS n'avait pas vocation à réguler ni à organiser les transferts. Mais c'était uniquement de recueillir les données. Les services de médecine donc, mettent à disposition de l'ARS les différents lits disponibles. L'ARS, par la suite, mettait à jour 3 fois par jour cette base de données. Et elle la mettait à disposition des SAMU et des 2 cellules de régulation qui étaient basées et organisées par les PHP au niveau du campus PECPUS. Alors, les 2 cellules de régulation, moi j'ai participé à la cellule de régulation soins critiques qui était pilotée par le docteur Laurent Tréfluère, qui était en lien direct avec les administrateurs de garde de l'ARS et de la PHP. Et puis de l'autre côté, il y avait une autre cellule, soins non critiques, qui était pilotée par un chirurgien, le professeur Park. Au niveau de la cellule de régulation de soins critiques, cette régulation, donc, elle avait un numéro unique. Les médecins demandeurs des urgences ou des structures hospitalières qui avaient besoin d'un lit de réanimation parce que le patient il n'allait pas très bien ou qu'il fallait l'intuber, donc ils cherchaient une place. Ils commençaient déjà par chercher une place au niveau de la structure locale. Et s'ils ne trouvaient pas de classe, dans ce cas-là, ils appelaient la cellule de régulation. Claire, si vous pouvez mettre la diapo suivante. Donc, le praticien, le régulateur, souvent c'est un médecin général, un médecin chirurgien ou un médecin spécialiste qui
qui était dans cette cellule de régulation, qui avait l'habitude et connaissance de l'offre de soins, des propositions de soins urgents, qui avait aussi l'habitude de faire des soins critiques, et donc qui recueillait un bilan, on va dire, de régulation et qui permettait par la suite de contacter les services de réa disponibles et présenter le cas du patient que le médecin demandeur qui a du mal à trouver une place. Et par la suite, dès qu'on a trouvé une place, on les met en contact à la fois le médecin demandeur et le service de réanimation. Et c'est au médecin demandeur qui est organisé et qui appelle le SAMU, qui était territorialement compétent pour organiser le transfert. Donc ça se passait au niveau des soins critiques. Et au niveau des soins non critiques, c'est important aussi parce qu'il fallait soulager aussi les services de médecine. Et là, à ce niveau-là, c'était géré et piloté par Yann Parks, c'est un chirurgien, avec d'autres chirurgiens. Et là, le but, c'était de désengranger les sites saturés et optimiser l'utilisation des ressources régionales. Là, il y avait 5 ou 6 types de patients. Il y avait des médecines Covid négatives, des médecines Covid plus stables qui avaient au-delà de 8 jours d'évolution, des médecines Covid plus précoces mais stables en dessous de 8 jours. Il y en avait post-réanimation, patients guéris. Et puis, la chirurgie urgente, il fallait aussi la gérer, les placer, trouver des services opérationnels pour opérer des urgences chirurgicales et de la médecine Covid. Vous voyez, cette organisation a permis, mais d'une façon très fluide, d'absorber cette vague-là, d'aider les services d'urgence à trouver des lits, parce que c'est chronophage. Vous savez qu'un médecin urgentiste qui est devant lui un patient qui va très mal, et d'aller chercher une place en réa, vous savez, alors les places de réa sont très, très difficiles à trouver. Donc, le fait d'appeler sous de régulation, de décharger cette tâche, ça lui permet de gérer bien son patient. Et nous, de notre côté, on avait accès à des données actuelles de différents lits disponibles dans les réa parisiens et dans la région parisienne. Donc, c'était d'une aide précieuse. Au départ, on était 8 praticiens. Il y avait des chirurgiens, des ophtalmos, des pédiatres. Voilà, il y avait un peu de tout dans cette cellule de régulation. On tournait des 3x8 on était aussi assisté par des régulateurs confirmés, compétents, qui connaissaient très bien les logiciels, qui nous aidaient dans cette tâche-là. Et dans un premier temps, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y avait beaucoup de tensions au niveau des lits de réanimation. On avait du mal à trouver des lits parce qu'on passait beaucoup de temps d'appeler, les lits disparaissaient très vite parce qu'ils étaient occupés par d'autres patients. Et on avait beaucoup d'appels, très peu de lits. Et ça, c'était vers fin mars, début avril. Et puis les choses se sont calmées progressivement. Puis on a pris un peu on était un peu plus, moins stressé, moins d'angoisse et plus à l'aise. Et progressivement, donc on a réduit le nombre de présences de régulateurs, médecins régulateurs. On était dans un premier temps entre 6 et 8 par équipe. Et puis progressivement, on s'est retrouvé à 4. Et puis là, récemment, la cellule a fermé définitivement parce qu'on n'avait plus besoin de nous. Voilà, pour terminer. Merci beaucoup pour votre partage. Autre point dont on a beaucoup entendu parler, c'est le transfert qui a été fait par TGV. Alors, je crois que le docteur Péchanski, vous avez participé directement à ces opérations. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces opérations? Alors, je n'y ai pas participé directement, mais le SAMU 35 de Rennes est SAMU zonal du Grand Ouest. Et il a été assez vite sollicité, mais il s'est aussi proposé auprès des réanimations parisiennes en particulier, puisque les réanimations du Grand Est ont été orientées vers plutôt le sud-ouest. Donc la Bretagne et le Grand Ouest a été sollicité avec la Normandie pour les patients parisiens, essentiellement. Et grâce à l'opération Chardon, qui avait été un exercice de médecine de catastrophe 2 ans auparavant, en fait, cette opération a été réactivée à l'initiative du SAMU de Paris, de l'ARS de Paris et de SAMU Urgence de France pour organiser l'évacuation d'un certain nombre de patients de Paris. Et
c'est vraiment une expérience qui a été applaudie partout dans le monde, cette capacité à déplacer non pas un ou deux patients comme on a pu le faire avec des hélicoptères, mais 20 à 25 patients à chaque fois. Je vous entends très très mal, j'espère que les auditeurs peuvent écouter. On t'entend bien. Allô? Bon, bah, tant mieux, parce que moi je vous entends mal, mais c'est pas grave. Donc voilà, l'opération Chardon, elle a été donc possible grâce aux responsables et aux employés de la SNCF qui étaient tous volontaires, et donc aux médecins, aux secouristes aussi des Croix-Rouges et de la sécurité civile qui se sont mis à disposition des SAMU pour organiser ces évacuations qui se donnaient donc rendez-vous sur Paris avec des TGV qui venaient de province, dont des rames entières ont été rééquipées de façon à pouvoir accueillir à peu près 5 à 6 malades par rame, de façon à ce qu'on puisse les transporter ventilés, comme dans une salle de réanimation. Et elles étaient attendues dans des gares principales avec des moyens de transfert, comme Hugues a pu en avoir l'utilisation pour rejoindre les réanimations, soit de la région centre, soit de la région Bretagne, que ce soit Rennes ou Saint-Malo, pour Chardon numéro 8, hein, qui nous a impacté directement, ou Brest, qui a pris aussi un certain nombre de malades parisiens qui se sont retrouvés dans les réanimations qui étaient assez peu impactées par l'infection Covid. Donc une grande réussite organisationnelle et qui a soulagé assez rapidement des réanimations qui étaient vraiment saturées et qui leur a permis de prendre à nouveau des malades et d'assurer cette fluidité. Merci beaucoup. Docteur Despille-Duval, vous vouliez ajouter un mot? Oui, non, simplement sur l'organisation. Juste rappeler que on a fait des plans, on avait fait des prévisions, etc. Et en fait, on a été très surpris. Sur la Riboisière, voilà, je vais reprendre le mot de von Moltke, qui est un général allemand, qui est que la première victime de la guerre, c'est le plan. Voilà, clairement, on s'est fait dépasser et la chose qui est à retenir dans cette histoire, c'est de pouvoir imaginer qu'il faut rester agile et pas avoir des plans totalement rigides pour gérer ce type d'infection. On ne voudrait pas, je gère les chatons en même temps qui foutent le bordel pendant mon webinaire. Okay. Merci beaucoup. Un petit mot aussi, docteur Lefort, sur la gestion, parce que le docteur Pesanski nous a parlé de ce qui s'est passé avec les TGV, mais un petit mot sur les hélicoptères, le transport. Ah oui, bon, bah, merci. Donc, j'ai eu l'occasion de faire le premier transfert sur Essen, donc en Allemagne, à bord d'un NH90 de l'armée française. Ces solutions, en fait, c'était des solutions qui ont pu être réalisées, encore une fois, par des accords et un travail au niveau interministériel et des excellentes bonnes volontés. Dans les hélicoptères, il y avait le service de santé des armées avec des médecins à bord systématiquement dans les soutes qui permettaient de driller et de driver les praticiens civils qui étaient à l'intérieur et qui assuraient les transferts. Cela dit, c'est énormément chronophage, ça permet d'aller plus loin, d'aller plus vite, mais l'hélicoptère, c'est 1-2 patients. Et là, on voit que les trains sanitaires sont quelque chose qui avait été mis en place pendant la Première Guerre mondiale et qui avait permis de transférer énormément de patients et donc d'économiser les moyens, même si c'est chronophage, même si ça prend beaucoup de personnel. Il n'empêche que ça optimise l'usage des personnels et notamment des réanimateurs parce que vous pouvez mettre un réanimateur pour 3 patients avec des infirmiers anesthésistes et puis des infirmiers dans des rames de train et vous allez aussi très loin à un coût de transport qui est bien plus faible. Et il y a 1 an, la SFMU, enfin la communauté des urgentistes et des décideurs avait mis en place déjà un premier test qui avait été fait dans le Grand Est vers Paris. Donc, c'était les premiers chardons et ça avait montré, ça avait permis de tester le concept, de faire la preuve du concept et de voir comment on pouvait mettre en place cela très, très rapidement
pour cette crise-là, alors que bien sûr, personne ne pensait qu'on en aurait autant besoin. Okay, merci beaucoup pour votre retour. Un mot sur cette réaction à cette situation de crise non prévue. Ce que j'aimerais bien, c'est que le docteur Zaguri puisse partager ce qu'il a vu justement en Chine. Vous nous parliez de la construction très rapide d'hôpitaux qui a impressionné le monde entier. Comment ça s'est passé sur cette réactivité? Ce n'était pas prévu et pourtant, ils ont réussi à développer des moyens très rapidement. En fait, là encore, il faut observer l'écosystème. C'est-à-dire qu'en Chine, tout est up-down. Quand le gouvernement dit quelque chose, toute la puissance de la machine se met en route. Donc, quand le gouvernement est impliqué, ce qui a été le cas à Wuhan le 20 janvier, tout le process, ils étaient dans leur zone de confort. Ils ont pu faire venir des milliers de travailleurs qui ont travaillé jour et nuit devant les caméras et construire 2 hôpitaux de Milly avec du 5G. C'est pour vous dire la puissance, je dirais pas industrielle, mais la puissance de la Chine dans ce type de problématique collective où l'État dit quelque chose et toute la machine se met en marche. Okay. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant, alors peut-être un petit point juste pour finir sur cette organisation qui a été mise en place, qui était assez intéressant, c'était la place des médecins libéraux dans cette justement aide et support à cette situation de crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, le docteur Péchanski, s'il vous plaît, sur la place des généralistes? Alors oui, parce qu'on a oublié un petit peu d'évoquer une chose, c'est la réorganisation extrêmement rapide et qui a montré toute l'élasticité et l'adaptabilité des SAMU. Les SAMU se sont retrouvés avec un afflux d'appels complètement inhabituel. On est parti sur du 400-500% d'augmentation des appels au SAMU suite au premier cluster, en particulier le cluster de l'Est, de l'Oise et du Morbihan. Et donc, il a fallu très rapidement réorganiser les centres d'appel, le centre 15. Et la plupart des SAMU se sont organisés en front office, c'est-à-dire en offrant 2 filières, comme à l'hôpital, de réponse téléphonique, c'est-à-dire une filière Covid et une filière non Covid. Et dans la filière Covid, très rapidement, on s'est aussi rendu compte que ça nécessitait une mise au point très longue pour les patients et leur entourage, et pour les personnes qui souhaitaient simplement une information médicale sur les risques liés à l'infection virale. Et donc, rapidement, il a été mis en place dans les cellules de crise des groupes de rappelants, c'est-à-dire des personnels qui ont été formés très rapidement. Parmi eux, il faut vraiment saluer l'engagement des étudiants en médecine qui se sont très vite proposés pour être ces personnels rappelants. Donc, il y avait une première phase de régulation, j'allais dire, classique. Et à partir du moment où on identifiait des gens à faible risque ou simplement qui posaient des questions légitimes sur leur santé suite à la pandémie, les renforts de généralistes et de ces personnels, étudiants en médecine, internes de spécialités qui étaient, par exemple, internes de chirurgie qui se retrouvaient au chômage technique eux aussi. Et donc, ils ont été formés en très peu de temps à répondre à ces questions, rappeler les personnes sur une moyenne de 5 à 10 minutes et qui a permis d'identifier certaines personnes potentiellement infectées avec des symptômes très peu importants et donc de les confiner à domicile avant même le confinement national. Merci beaucoup pour ce retour. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la relation avec les malades. Donc, je crois que, docteur Lefort, vous pouvez nous dire des choses qui se sont mises en place dans votre service. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez mis en place comme structure? C'est encore en muet. Merci. Oui, merci. Oui, en fait, c'est même pas que au niveau de la structure, c'est globalement au niveau de l'hôpital. Au niveau de l'hôpital, très rapidement, avant même qu'on commence la phase 3, nous avions demandé, évoqué la création d'un comité d'éthique et de soutien pour permettre d'accompagner les patients avec le plus d'humanité possible, mais aussi que les soignants puissent non pas survivre à la crise, mais vivre tout simplement avec ces questions du soin
réalisé, du juste soin réalisé dans la temporalité des dynamiques de la crise. Donc, clairement, s'il y avait des choix importants à faire sur le plan thérapeutique, je fais ou je ne fais pas, que ces choix soient cadrés, encadrés au maximum, mais avec en gardant la responsabilité médicale et l'interrogation et la discussion autour du dossier patient qui est toujours original. Donc, de pouvoir avancer le mieux possible et éviter que les décisions soient prises tout seules dans leur coin et qu'on garde ça dans le coin de la tête et qu'on nourrisse notre petit cimetière personnel de façon inutile. Donc, il vaut mieux encore une fois disperser les tensions et encadrer ça le mieux possible en donnant de nouveaux repères dans une zone de chaos qui est toujours une grande constante dans la crise. C'est la zone de confort est totalement perturbée. On est en zone d'inconfort, c'est turbulent, et ben on va se récupérer des points d'ancrage. Et les points d'ancrage, c'est notamment un comité d'éthique et de soutien, c'est des procédures écrites qui vont s'augmenter progressivement. Ce sont des zones de repères qui sont autant de repères à IRE pour pouvoir construire un avenir, autant pour les patients que les soignants. Donc, ce comité d'éthique et de soutien a eu une action assez majeure pour avancer. On se réunissait d'abord 2 fois par semaine, ensuite 1 fois par semaine. On a impliqué aussi tous les représentants des différents cultes, principaux cultes. Et puis, il est ressorti que nous avons pu, dès le début, pour nous, c'était important que dans certains cas très précis, et notamment les fins de vie, les patients puissent être accompagnés par leur famille, soit par des présences physiques. Donc, on prenait un risque, mais ce risque, on l'a complètement encadré. Et c'est là qu'on s'est aperçu que les familles n'étaient pas très fanas pour venir s'habiller en cosmonaute auprès des patients et y rester 20 minutes. Mais bon, voilà, ça interroge encore notre humanité et avoir de l'audace de faire les choses en les encadrant le mieux possible pour être justifié de cette audace de façon pertinente. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place très rapidement aussi une cellule d'aide aux familles qui, au plus fort de la crise, avait plus d'une vingtaine, trentaine d'appels quotidiens, ce qui permettait de soulager les soignants au quotidien dans les secteurs. Au départ, c'est vrai que les soignants n'étaient pas très fanas parce qu'ils pensaient avoir le temps de le faire et qu'ils connaissaient les patients. Mais il s'est avéré que dans le temps, c'était très pertinent. Donc, ce sont des externes qui ont pris en charge ça, et notamment le patron de la cellule, c'était un externe ancien infirmier et réserviste aussi, donc un profil atypique. Au départ, on a fait ça avec les petits moyens du bord, donc des ordinateurs portables qui permettaient de faire de la visio pour les patients. Et puis, rapidement, on s'est organisé avec des tablettes et des patients qui pouvaient faire des systèmes comme Zoom, comme WhatsApp, comme d'autres, pour pouvoir être en relation avec leur famille et plusieurs personnes de leur famille régulièrement et casser cette solitude, pas forcément en fin de vie, mais durant l'hospitalisation qui est quand même relativement compliquée à gérer pour des patients qui sont dans l'angoisse de la maladie et de son évolution et qui doivent faire certains deuils, mais pas tous, et donc il fallait les accompagner. Voilà quelques exemples en fait de l'accompagnement et du soin, mais vous voyez que c'est dirigé autant au niveau des patients qu'au niveau des soignants eux-mêmes. Réellement, cette crise interroge notre qualité de présence. Et la qualité de présence, c'est d'abord celle que l'on a pour soi-même, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Et donc, il faut faire attention de se protéger, nous les soignants. Et la meilleure façon dans la crise de se protéger, c'est de jouer collectif. Merci beaucoup. Docteur Péchanski, je crois que vous devez nous quitter. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet ? Oui, simplement pour dire qu'il y a un rapport aux patients qui a fait un bond j'allais dire, d'une dizaine d'années, c'est tout ce qui est télémédecine. Parce que bien sûr, il y a eu le monde libéral qui s'est adapté à la téléconsultation, mais il faut savoir qu'un certain nombre de structures d'urgence, de SAMU, ont installé de la visorégulation avec des applications sécurisées qui avec l'autorisation bien sûr des tutelles, qui en fait ont permis, si les gens possédaient un smartphone, tout simplement d'accepter le lien et d'être directement avec le médecin régulateur qui était capable d'évaluer le patient sur un certain nombre de paramètres cliniques et d'interrogatoires directs
qui vont bien plus loin que la régulation par téléphone habituelle, avec vraiment un impact majeur sur certaines décisions d'orientation qui, je pense, nous ont fait progresser très rapidement et qu'il faudra réfléchir à généraliser. On a clairement fait un bond en avant technologique qui, comme le disait Hugues tout à l'heure, permet de penser que lors des crises, il y a cette intelligence collective qui se met au service de la population et qui fait avancer des procédures qui parfois auraient pu prendre 1, 2, 3, 5 ans et qui là tout d'un coup se sont avérées d'une parfaite utilité tout en respectant la sécurité et des soignants et des patients. Et ça, c'est un grand point positif de cette crise. Il y a un autre élément que je voulais rajouter et merci Nicolas de reparler du collectif. C'était, oui, dans la crise, il faut d'emblée, on a mis un point d'honneur à gérer les relèves. Donc, on était tous d'abord en tension. Donc, c'est le nouveau plan blanc, donc situation sanitaire exceptionnelle, et en 2 plans maintenant, c'est intègre le parcours patient. Donc, il y a la mise en tension du système hospitalier et qui n'est pas auto-centré. Donc, ça, c'est vraiment une vraie évolution de ce plan de situation sanitaire exceptionnelle dans un système très hospitalo-centré. Donc, il y a la mise en tension et après le plan blanc. Donc, on était en plan blanc, mais par exemple, nous, localement, on n'a pas joué le plan de rappel. On a réorganisé le planning et surtout, on a assuré les relèves. Il y a quelque chose en fait dont Bachir pourrait peut-être revenir sur le dessus, c'est la relation entre le civil, le public et les privés. Et lorsqu'il y a des bonnes volontés qui se mettent à disposition, il faut absolument les consommer et utiliser la ressource gagnée pour pouvoir anticiper et les manœuvres futures. Parce que les titulaires, ils connaissent l'outil. Les gens qui sont de l'extérieur, qui viennent travailler régulièrement, ils vont pouvoir être au contact du patient en clinique et soulager le système pour pouvoir gagner du temps pour que les titulaires travaillent sur les manœuvres futures et notamment, s'il y a un afflux massif, de pouvoir avoir des lignes de renfort régulières. C'est hyper frustrant pour des gens qui se mettent à disposition de leur dire non, non, c'est bon, on gère. Et ça, autant au niveau individuel qu'au niveau des cliniques privées ou dans certaines régions, possiblement, et je pense qu'il faut limiter le débat là-dessus, ça a été non, non, le CHU, le CHR, ils gèrent. On ne vous donne pas de patients pour l'instant et les gars, ils attendaient à rien faire, l'arme au pied. Bachir, c'est ta… Oui, Hugues, je suis d'accord avec toi. Cette solidarité privée-publique, ça a été fait d'une façon naturelle. La plupart des praticiens dans le privé libéraux sont issus de l'hospitalier, du public. On a tous été formés, personnellement, à la PHP et c'était naturel de se retourner vers la PHP pour apporter notre aide. On a des contacts directs avec des collègues. On a des collègues qui sont à la fois hospitaliers et libéraux. Et donc, l'organisation, elle s'est faite naturellement. Et puis, on n'a pas eu de refus de la part des hôpitaux parisiens qu'on a proposé notre aide. Au contraire, ils étaient contents qu'on soit là et d'aller retourner les patients en réa. Ils étaient très contents d'avoir des chirurgiens des gros bras pour aller retourner, les mettre en décubitus ventral. Tu vois, et on a fait un système de garde, de régulation et c'était très, très bien reçu, accueilli. Et c'est normal, cette solidarité, à mon avis, elle s'est faite spontanément. Et là, je tiens chapeau à tous les praticiens, qui soient infirmiers ou tous les soignants, médecins, libéraux. Au fait, on était disponibles, on avait envie d'aider et c'était naturel. Et franchement, ça s'est très, très bien passé. Il n'y avait pas de distinction entre libéral, hospitalier. Ça s'est passé d'une façon sereine et naturelle. Voilà. Maintenant, est-ce que ce système va durer dans le temps? Je ne sais pas, parce que là, on était vraiment au bord de l'explosion. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Heureusement, il y a eu ce confinement qui a ralenti cette vague-là et ça nous a permis, en fait, de souffler. Et faire des transferts en TGV, c'est très bien, mais combien on allait en faire? Imaginez que la région ouest était débordée. Imaginez qu'il y avait une flambée épidémique dans ces régions-là. On allait se retrouver rapidement saturé. Et à mon avis, le confinement nous a beaucoup aidés. Maintenant, il faut voir l'avenir, trouver des solutions qui nous permettent d'éviter tout ça. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Voilà. Bon, il paraît qu'on s'envoie un peu trop de fleurs. Merci beaucoup, Bachir et Hugues. Donc, on est sur une note positive, effectivement. Et donc, effectivement, dans la crise, il y a eu quelque chose de positif. Ça a été le boom des technologies.
Donc, je crois qu'on a 2 geeks dans l'équipe qui voudraient s'exprimer. Donc, le docteur Despils-Duval, est-ce que vous pouvez nous parler des technologies nouvelles qui ont été mises en place grâce à la crise dans votre hôpital? Ce que vous avez vu et ce que vous avez trouvé assez fantastique. Alors oui, on a eu énormément de nouvelles technologies qui sont apparues, non seulement parce qu'il a fallu trouver nous-mêmes des solutions, mais parce qu'il y a eu un énorme élan de solidarité nationale, hein, clairement, de gens qui ne sont pas soignants. Moi, je croule sous les demandes d'industries qui sont prêtes à mettre en place des systèmes informatiques plus ou moins déments pour nous aider. Et ça, c'est vraiment un truc qui est intéressant parce que cet épisode douloureux du Covid va peut-être être le moment d'un changement de paradigme. On le voit bien avec quelque chose d'aussi simple que la télésanté. Alors, jusqu'à présent, la télémédecine, la télésanté, bof, ça ne motivait pas grand monde. Là, curieusement, avec cet épisode Covid, on a beaucoup de patients qui consultaient aux urgences qui, du coup, se sont retournés vers la télésanté. D'ailleurs, j'en profite puisque je sais plus qui disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup moins de patients non urgents qui sont venus aux urgences. S'ils pouvaient garder le mouvement après l'épisode Covid, ça nous arrangerait largement. Et donc, voilà. Et ces épisodes, alors un autre exemple, c'est sur le téléavis. Régulièrement aux urgences, on peut attendre très longtemps l'avis d'un avis spécialisé. Eh bien, l'université de Stanford a mis ça en place avec des robots de téléprésence, simplement des systèmes de visioconférence. Et bien, curieusement, les médecins qui voulaient absolument venir voir physiquement le malade au bout de 3 ou 4 heures se disaient que finalement, dans un épisode de Covid, on pouvait aussi bien donner un avis par télésanté. Et du coup, l'avis est plus rapide, plus simple à obtenir. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent beaucoup nous aider. Hein. On a eu des systèmes aussi de recherche de places automatisées. Voilà, l'appareil, il cherche tout seul les places plutôt que nous, on ait à passer des coups de fil. Et puis, l'impression 3D va être aussi un élément majeur. On a appris du fait de la rupture de nos consommables à fabriquer nous-mêmes une partie des appareils. Hein. Là, moi, je fais partie du groupe covid3d.org qui met à disposition donc, tous les éléments possibles. On a imprimé nos visières de protection nous-mêmes. On est en train de fabriquer des masques ergonomiques pour les patients. On va améliorer le système avec un scan facial des agents pour que le masque soit parfaitement étanche et le passer sur des bancs tests à la DGA. Donc voilà, donc il y a plein de solutions technologiques. Et puis, je crois que la principale chose, c'est sur cette rupture de stock de masques. En fait, on a une rupture de stock pour 2 raisons. D'une part, une incivilité majeure de beaucoup de gens qui ont tapé dans les stocks, qui sont précipités aux pharmacies pour acheter des tonnes de masques de façon totalement inconsidérée, y compris des masques dont ils n'avaient pas besoin. Et puis surtout, pourquoi on s'est retrouvé en rupture de stock? Tout simplement parce que nous n'avons pas l'habitude, dans une phase épidémique, ne serait-ce que la grippe, parce qu'on parle du Covid, mais la grippe fait aussi des morts, d'avoir des soignants qui portent des masques tous les jours pendant la phase épidémique. Si nous avions eu l'habitude de travailler tous les hivers avec la même dotation de masques FFP2 et de masques chirurgicaux, le nombre de jours et le nombre de soignants étant limite incompressible, on n'aurait pas eu de rupture de stock. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude, en pleine épidémie de grippe, l'infirmière de tri, elle ne porte pas un masque FFP2, ce qui est probablement une erreur. Et moi, ce que j'espère, c'est que cet épisode va nous permettre d'apprendre autrement. On parlait avec Guillaume de la Chine. En Chine, il est normal, quand on est malade, de porter un masque chirurgical. Bon, à Singapour, c'est même obligatoire. Si vous êtes malade, vous avez de la fièvre, vous n'avez pas un masque chirurgical, c'est $250. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair et net. Mais voilà, il y a des épisodes comme ça qui peuvent nous permettre d'apprendre et d'améliorer nos pratiques au quotidien. Je ne sais pas, Guillaume, ce que vous en pensez sur le port du masque obligatoire en Chine, mais je crois que c'est largement fait. Bon, d'un autre côté, en France, on ne risque pas d'être exécuté pour non-port de masque et pour qu'on soit à l'hôpital, on n'a pas de prisonniers politiques, donc on va un peu moins vite. Oui, merci Arnaud. Concernant le masque, je reprendrai une phrase que mon collègue Bachir dit souvent. Le masque est au Covid ce que le préservatif est au sida. Donc, pour nous, les choses sont claires. Et le masque est un incontournable. Et en Chine, effectivement, c'est 99,9% des gens portent le masque. Pour en revenir à ce que disait Arnaud sur les innovations, en fait, on voit une turbo-accélération des innovations pour 2 raisons. Une raison de temps de guerre. On sait très bien que la guerre est source d'innovation.
même dans la médecine d'urgence, les conflits de 14 et de 45 ont apporté beaucoup à la médecine d'urgence. Et également, d'autre part, pour le travail qui est mondialisé maintenant, avec des rythmes 24/7. Les projets travaillent continuellement. Et donc, on arrive à avoir des sommes d'informations, d'essais, etc., dans des temps records. Il a fallu 1000 ans pour découvrir l'origine, la variole, 100 ans pour découvrir la tuberculose, comment le traiter, comment le diagnostiquer, 10 ans pour le sida, 10 mois pour le SARS, et en 10 semaines pour le Covid, on a eu 80% de l'information utile. Donc quand on dit turbo-accélération, c'est une réalité et qui est due à la conjoncture de ces deux facteurs, temps de guerre, mondialisation. Maintenant, quels sont les types de... Pour donner un petit peu une organisation dans l'innovation, il y a 3 types d'innovation. L'innovation mécanique, Hugues en parlait très bien avec Arnaud aussi, du type les ventilateurs multiples ou les CPAP, avec les différents, on a trouvé d'autres indications CPAP, des applications de type numérique, je vais vous les énumérer tout à l'heure, comme des applications de localisation de zones à risque. Et troisième type, c'est tout ce qui est biotechnologie, avec par exemple aux États-Unis, des tests qu'on pouvait réaliser à domicile, qu'on envoyait à la poste et le résultat arrivait en 48 heures. Donc, trois types d'innovations. 3 types également de cibles. Vous avez des innovations pour le grand public, pour les patients, par exemple des traçages. Vous avez des applications pour les professionnels. Vous avez au Japon des robots laveurs, des infections dans les hôpitaux. Et également organisationnel. Là, récemment, j'ai une patiente qui va se faire opérer bientôt. Et dans son bilan opératoire, elle va être Covid plus ou moins avant d'avoir le bloc. Donc, je vais vous donner 6 exemples et je répète un petit peu ce que disait Arnaud, mais les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont été incontournables avec l'information pure, ce qu'on appelle le docteur 1.0, les forums qui n'ont pas arrêté, en tout cas en Chine et je pense en France aussi, le 2.0, le 3.0 également avec tout ça dans la mobilité, et maintenant l'outil intelligent, le téléphone intelligent qui vous prend la température, qui vous indique les zones à risque, etc., etc. La télémédecine, Hugues en a très très bien parlé. La robotique avec ce qu'on appelle des robots infirmières pour éviter le temps de contact avec les patients. C'est un robot qui allait au contact du patient. Arnaud a aussi parlé des drones. En Chine, cela a été utilisé pour, bien sûr, la surveillance et également pour de livraison de médicamenteuses. L'impression 3D, Arnaud en a très bien parlé avec tout ce qui est masque et surtout tout ce qui est intelligence artificielle avec diagnostic, orientation de patients, diagnostic à distance, etc., etc. Et dernier point que je voulais mentionner, tout ce qui est nanotechnologie, parce qu'en Chine, la température est prise systématiquement dans les endroits de réunion, dès qu'on passe le métro, etc., avec des caméras infrarouges de type nanotechnologie. Donc tout ça pour dire que c'est une opportunité pour ces technologies qui existaient et qui vont maintenant devenir beaucoup plus quotidiennes, comme la télémédecine pour les Français. Il y a un petit choc culturel qui est en train de se faire et c'est positif pour tout le monde. Et on peut dire bravo à tous les médecins qui sont à l'origine de l'innovation. Voilà. Merci beaucoup. Une réponse avant de conclure rapidement, enfin une question plutôt. Si un de vous deux veut y répondre, comment penser l'hôpital du futur? Donc, effectivement, il y a certains hôpitaux qui vont sortir de terre, notamment à Saclay. Est-ce qu'il faut repenser la conception des plateaux de soins critiques dans l'optique de nouvelles crises? Est-ce que vous avez des avis? Donc, juste de façon assez rapide, si on peut répondre à cette question. Je dirais que c'est plus complexe que juste de l'architecture et de la technologie. Le problème, c'est du changement de paradigme et du changement de mentalité. Vous prenez un truc tout bête, un étudiant en médecine aujourd'hui en 2020. En cardiologie, on va lui faire un super cours pour apprendre à reconnaître un souffle au stéthoscope. Voilà, tout un examen au stéthoscope. Au jour d'aujourd'hui, un échographe, ça coûte maintenant moins de 2 000 €. On n'apprend pas à un étudiant à se servir d'un échographe. On lui apprend pas le CN, on lui apprend à apprendre par cœur des maladies qui, limite, n'existent pas. Par contre, on ne va pas lui apprendre à faire une recherche sur PubMed. Donc, il y a vraiment un changement de mentalité qui doit s'installer
chez nous. Et quand on regarde bien dans les hôpitaux, alors moi qui suis chargé des nouvelles technologies sur la Riboisière, je m'arrache régulièrement les cheveux. Dès que je propose un truc un peu innovant à mes collègues, c'est « ouais, bof, mais non, ça fait 20 ans qu'on fait le même truc. » Bon, bah ok, ça fait 20 ans qu'on fait le même truc. Donc, pourquoi est-ce qu'on va changer? Le problème, il n'est pas dans la structure, il est dans notre tête. Et ça, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Moi, si je peux, on a, avec la commission des référentiels de la Société française de médecine urgence, on publie là, actuellement le référentiel sur l'architecture en médecine urgence et c'est un petit peu un sapin de mer qu'il est difficile de publier. Donc, c'est vrai que sur le plan architectural, on voit bien qu'il est difficile d'intégrer le risque lié aux afflux massifs. Saturant, ce n'est pas un problème puisque c'est le massif qui devient saturant parce qu'il n'y a pas assez de moyens RH. Mais le massif et surtout la configuration. Parce que gérer un risque tel une crise comme on a maintenant ou un risque de tel un attentat ou telle une inondation, par exemple, ce sont des risques qui sont complètement différents et c'est tout l'art du crisard en fait, qui doit gérer des situations sanitaires exceptionnelles avec leur polymorphisme. Notamment, il y a le nucléaire, radiologique, biologique et chimique qui est aussi une entité à part qui est très, très lourde, qui est un risque quand même très hypothétique et qui consomme énormément de moyens. Mais au-delà, et je rejoins ce que dit Arnaud, parce que lui, il était sur le plan de la formation, il y a aussi le plan de la structuration de notre rapport au patient et à sa maladie. En fait, l'approche actuellement, elle est par organe. Et ceux qui nous montrent la voie, à mon avis, d'une approche qui fluidifierait les parcours patients, c'est une approche par système, mais aussi tout simplement une approche globale, prise en charge globale du patient. Et ceux qui nous montrent la voie, c'est les gériatres, la médecine polyvalente ou les pédiatres, où l'enfant il a nécessairement besoin d'être hospitalisé et les spécialistes vont venir à son chevet en pédiatrie, tout simplement. Et ça permettrait de fluidifier énormément les avals et nous de régler beaucoup de problèmes. Là, dernièrement, sur ma dernière garde, c'était très compliqué pour une dame parce que l'orthopédiste n'en voulait pas, parce que le cardiologue n'en voulait pas, parce qu'il n'était jamais assez dans la spécialité où il devait être pris en charge. Et puis, la dermato n'en voulait pas parce que c'était une prothèse qui possiblement était infectée. Enfin bref, donc au final, c'est moi qui ai fait le soin de chirurgie aux urgences et la patiente va bien maintenant. Mais voilà, donc on a un réel problème d'approche du patient dans sa globalité qui protège peut-être le soignant, mais qui ne soigne pas forcément mieux le patient. Okay. Merci beaucoup. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre webinaire. Et ce que j'aimerais, c'est que chacun puisse s'exprimer et nous dise quelles principales recommandations il a pour affronter ce qu'on appelle la deuxième vague. Donc, docteur Admani, si vous voulez commencer. Oui, donc alors effectivement, la deuxième vague, on l'attend. Alors, il y en aura une, deuxième, troisième, parce que l'épidémie elle est toujours active. Le virus circule encore. Et donc, forcément, il faut s'attendre à un afflux de patients au déconfinement. Là, je pense qu'on est préparé. La première mi-temps a été très difficile parce qu'on a subi, mais on s'en est bien sorti. On a bien absorbé cette vague-là. La deuxième vague, à mon avis, il ne faut pas la rater. Ce qui est important, c'est le message qu'on doit transmettre à la population générale. C'est ça qui est important. C'est qu'il ne faut pas arriver à saturer le système, il faut agir en amont. On est dans la prévention. La prévention, elle est capitale. Vous pouvez avoir le meilleur système au monde, avec la meilleure technologie au monde. Vous pouvez avoir 20 000, 30 000, 40 000 lits de réa. Si la vague n'est pas contenue, si l'épidémie n'est pas contenue, ça va être rapidement saturé et on va se retrouver encore confiné et ça ne va jamais se terminer. Donc, ce qui est important, à mon avis, la préparation, elle se fait en amont, dans la prévention. Le système, il a été saturé, il était, je le dis sincèrement, failli exploser. Il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, il faudrait passer un message au grand public d'appliquer les règles des gestes barrières, c'est important, c'est capital. Et puis de consolider cette première digue, que moi j'appelle une digue protectrice, pas une petite digue, mais une grosse digue qui permet en fait de
de soulager ce système de santé. Voilà, c'est simple. Le reste, localement, on est habitué maintenant, on sait comment il faut faire. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on a subi. Il ne faut pas qu'on subisse la deuxième vague, il ne faut pas qu'on subisse encore. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Arnaud Despille-Duval, si vous voulez vous exprimer aussi, un petit mot de la fin. Du coup, voilà, la deuxième vague, je serais assez critique dans le sens où je ne vais pas faire de plan sur la comète. Je pense qu'on ne sait absolument pas comment ça va se passer, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Donc, il va falloir être sur une posture de prévention et d'être capable de s'adapter très rapidement à ce qui va se passer. Moi, voilà, alors, il y a plein de gens, ce que je me disais en première mesure, c'est on éteint BFM TV. Mais bon, sauf quand Hugues Lefort vient parler à BFM TV. Mais sinon, globalement, c'est quand même un générateur d'anxiogène et un niveau de science qui est du niveau pilier de bistrot. Voilà. Audiard disait que je suis socialiste, bistrot et ancien combattant. C'est vous dire si dans ma vie, j'en ai entendu des conneries. Eh bien là, on est exactement là-dessus. Chacun donne son avis selon son ressentiment sur ce qui va se passer. Voilà, globalement, c'est le principe même d'une catastrophe, c'est qu'on ne sait absolument pas comment ça va évoluer tout au moins dans les premières heures. Donc voilà, moi la deuxième vague, ma position c'est on se protège, on se prépare et puis on va essayer de s'adapter rapidement à une nouvelle situation. Mais de là à prédire ce que sera cette deuxième vague, personnellement, j'en suis incapable. Merci beaucoup. Docteur Hugues Lefort, si vous voulez nous partager aussi un ou deux enseignements. Les enseignements que j'applique pour moi, ça vient je reviens toujours à la même base. C'est le Weiji en mandarin, c'est la crise. Donc, c'est les Chinois. Le Wei, c'est le temps du danger. C'est celui que beaucoup ressentent parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils ne le savent pas, comme les soignants, et on apprend en communauté et on va vite. Mais le Ji, c'est le temps de l'opportunité. Et cette crise-là nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes individuellement, cette façon de gérer le confinement, cette façon de gérer les soins. On voit bien qu'il y a plein d'experts autoproclamés, il y a plein de choses qui arrivent. La crise est un merveilleux moyen pour lever les filtres et lever les écrans de fumée sur ce que l'on est vraiment. C'est une succession de moments uniques pour lesquels nous avons autant d'occasions uniques de nous distinguer. Et ces occasions-là ne reviendront jamais. On n'a jamais été aussi bien préparé, mais c'est tout à fait relatif par rapport à ce qui peut arriver dans l'avenir. Enfin, dernier point, ne pas aborder les choses avec la notion de succès, parce que ça renverra d'emblée à la notion d'échec, mais aborder vraiment les choses avec la notion de qualité de présence. Merci beaucoup. Docteur Zagurik, si vous voulez ajouter quelque chose également. Je vais faire une synthèse des trois synthèses précédentes. Soyons d'abord prudents, comme le disait Arnaud. Je donne deux exemples. Singapour, deuxième vague avec 15 000 cas actuellement, qui sont en train de contrôler. La Nouvelle-Calédonie, il y a eu 18 cas il y a plus d'un mois, et depuis 18 jours, aucun cas. Donc soyons prudents. C'est le virus qui aura le dernier mot et c'est lui qui contrôle la situation. Deuxièmement, comme disait Bachir, soyons préventifs et donc communicatifs. J'ai fait deux mémos qui peuvent intéresser le plus grand nombre. C'était pour le grand public, il y a trois choses à retenir. Les mesures barrières, c'est trois choses. C'est le masque, les mains et le mètre pour la distanciation sociale. Ça, c'est monsieur tout le monde. Pour les soignants et pour les gens, les 18 millions de personnes à risque, il faut rajouter un autre M, la minute, ne pas être trop exposé à la charge virale. Donc avec ces deux notions-là sont très importantes et c'est pour ça qu'il faut bien communiquer. Je remercie d'ailleurs Hugues et Bachir qui nous ont fait de très belles illustrations à ce propos, sur ce mémo, à diffuser au plus grand nombre. Troisième point, je rebondis sur ce qu'a dit Hugues, il faut être confiant et positif. Confiant parce qu'on n'a jamais été si près au niveau médical de trouver des solutions, en particulier vaccinales, et on fait confiance à l'équipe de Gallo à Baltimore qui regroupe le Global Network, le Virus Global Network, VGN, avec 40 laboratoires spécialisés, ainsi que les Chinois qui veulent vraiment rétablir un équilibre par rapport au fait que l'épidémie est née chez eux. On est assez confiant pour le vaccin, mais restons prudents quand même, puisque pour le sida, il n'y a toujours pas de vaccin. Donc, soyons confiants
et soyons positifs, transformons cette crise en opportunité et surtout ne pas trop regarder en arrière. Ce n'est pas en regardant dans le rétroviseur qu'on va construire l'avenir. Donc, vraiment, je pense que c'est à nous, déjà, féliciter les équipes de soignants parce que c'est eux qui ont vraiment été en première ligne et ont fait magnifiquement magnifiquement œuvre collective, avec toute réussite étant collective, pour stopper cette épidémie, et tirons des leçons positives pour aller de l'avant et maintenant repartir positivement dans le futur. Voilà. Okay, merci beaucoup. Donc, on va mettre fin à notre webinaire. Je voulais remercier chaleureusement les intervenants pour leur riche partage d'expérience. Donc, on va vous envoyer aux auditeurs un questionnaire pour savoir si ça vous a plu, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et également d'autres thèmes potentiellement à aborder ensemble. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Il y aura un prochain webinaire sur la prise en charge des femmes enceintes avec le Covid. Donc voilà, pour nous, c'est bon. Un petit mot de fin, si vous voulez, un petit au revoir. Et on va pouvoir quitter notre webinaire. Au revoir et merci pour votre confiance, votre écoute. À bientôt, merci et merci Claire, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir l'équipe. Merci, au revoir à tous et tenez bon. Ouais. Merci Claire. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.